Ici, les médias. Cette chaîne-là dit la vérité. C'est une chaîne d'investigation. Ici, les médias. Internet, c'est quelque chose vraiment de très bien. Donc, en tant que professionnel des médias, je déplore. C'est l'histoire d'un journaliste. Et les gens de la presse écrite. Ici, les médias. Ici, les médias. Aimé, désiré, adoré. Mesdames, Messieurs, vous faites quelque chose de merveilleux. Vous êtes à l'écoute de la radio. Ici, les médias. Voici le sommaire. Madagascar. Le chef de l'État va déposer le projet de code de la communication à l'Assemblée nationale. À Madagascar, l'Assemblée nationale est en session et l'un des premiers textes annoncés par le gouvernement est le projet portant code de la communication. La décision a été prise lors du Conseil des ministres. Philomène Ducy est en ligne. Elle nous le dira. Bonjour Philomène. Bonjour Aimé Désiré. Afrique du Sud. Un marché de plus de 7 milliards de francs CFA est menacé si les médias arrêtent de faire la publicité de l'alcool. En Afrique du Sud, on reparle du projet de loi portant interdiction totale de la publicité de l'alcool dans les médias et les lieux publics. Le test proposé par le gouvernement depuis 2013 n'est pas toujours passé au Parlement. Karine Mambou est en ligne, elle nous le dira. Bonjour Karine. Aimé Désiré, bonjour. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Oyo Kunle Olu Kutun, ce pionnier nigérien du processeur multicœur. Toujours fidèle, Roland Diakou est en ligne et il vous l'expliquera. Roland Diakou, vous avez mon bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour tout le monde. Sénégal. Encore des voleurs à la télévision Futur Média. Il reste encore à qualifier les faits qui se sont produits dans les locaux de la télévision du groupe Futur Média. La presse sénégalaise a annoncé un cambriolage survenu 7 mi-avril 2016. Tunisie. Une grève est annoncée à Chem FM le 3 mai prochain. Après le port du brassard rouge, voici que le personnel de Chem FM annonce une grève dès le 3 mai 2016. La décision a été prise au cours d'une réunion entre les employés et les membres du syndicat de base de la radio. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un ingénieur de son? En quoi consiste le métier d'ingénieur de son? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Cédric Tachago, je vous adresse mon bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Mandy. Passionné des médias, c'est ici les médias. Madagascar. Le chef de l'État va déposer le projet de code de la communication à l'Assemblée nationale. À Madagascar, l'Assemblée nationale est en session et l'un des premiers textes annoncés par le gouvernement est le projet portant code de la communication. La décision a été prise lors des conseils des ministres. Plus de précisions avec Philomène Ducy. Ici, les médias. Le code de la communication sera l'un des premiers projets de loi à présenter à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique le communiqué final du Conseil des ministres qui s'est tenu 7 mi-avril 2016 à Madagascar. Le président de la République a expliqué que la législation de ce code devrait donner une maturation de la vie démocratique accompagnée par une presse digne de ce nom. Le projet de texte avait été adopté en septembre 2015 par le gouvernement à la suite des travaux préparatifs avec des professionnels de la communication. L'une des principales innovations du futur code de la communication malgache est la dépénalisation des délits de presse qui avait été validée. Cependant, le contenu réel de ce texte reste à découvrir car le document a subi quelques retouches au cours des mois d'attente selon Agence Ecofin. Pour ce qui est de la responsabilité de la presse, si celle-ci est mise en avant dans le texte du projet de code de la communication, les professionnels de l'information craignent pour la signification que le gouvernement donne à ce concept. Interrogé par le journal en ligne Express de Madagascar, le ministre de la Communication a expliqué les responsabilités seront basées sur le code de déontologie déjà adopté par l'Ordre des journalistes de Madagascar. Ici, les médias. C'était Philomène Ducy, notre correspondante à Douala, au Cameroun. À la suite de Philomène Ducy, nous recevons Olivier Nkayu de Strasbourg et Cédric Tachago de Douala, au Cameroun. Nous commençons par vous, Cédric. Alors, Cédric, nous parlons ici du code de la communication et, par ricochet, de la liberté de la presse sur la Grande Île. Des textes de loi, on en a vu, mais la réalité sur le terrain frise parfois le ridicule. Que le président de la République lui-même dépose comme il se doit ou pas le projet portant code de la communication,
Qu'est-ce que les Malgaches ou la presse malgache peut espérer d'une telle démarche? Eh bien, Aimé Désiré, la presse malgache peut espérer tout de ce code de la communication qui est en gestation à l'Assemblée nationale. Des surprises agréables comme désagréables. C'est vrai que la mise sur pied d'une législation qui réglementera la profession est quelque chose de nécessaire, mais dans la faisabilité, il est important que les aspirations des principaux concernés soient prises en considération et qu'ils soient véritablement associés à de pareils projets. Mais on s'accorde ici que le point sur la dépénalisation des délits de presse, s'il est validé, est une mesure satisfaisante qui recevra l'assentiment de l'ensemble des acteurs de la profession, car cela représente encore un frein à la liberté de presse dans de nombreux pays. Mais la question qu'on se pose dans ce cas de figure, c'est est-ce que cette annonce forte n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Le président Eri Rajaonarimampianina déclare par exemple que la législation de ce code devrait donner une maturation de la vie démocratique accordée par la presse, par une presse digne de ce nom. C'est bien beau, mais est-ce qu'il ne faut pas se méfier des annonces de ce type, surtout quand on connaît les ruses des politiques? Lorsqu'on apprend déjà que de petites modifications d'ordre terminologique ont été apportées au texte, cela n'est pas à négliger, Aimé Désiré. Évidemment. Nous savons tous que le diable se cache dans les détails et qu'en matière juridique, une virgule ou un mot vaut tout son pesant d'or. Ainsi donc, la crainte des professionnels de l'information est fondée, car ils s'interrogent sur le véritable sens que Eri Rajaonarimampianina et son gouvernement veulent donner à ce projet. L'initiative est certes louable, mais au regard de sa matérialisation, la prudence reste de mise. Alors, merci Cédric Tachago, notre correspondant à Douala. Nous allons à Strasbourg en France. Olivier, ce geste présidentiel peut-il signifier que le chef de l'État, Eri Rajaonarimampianina, prend à bras le corps le problème des médias sur la Grande Île? Bien que cette réforme, dite code de communication, ne fasse pas l'unanimité chez les acteurs de communication à Madagascar, il va sans dire que le chef de l'État de la Grande Île prend à bras le corps les problèmes des médias. Et les tout premiers arguments sont le fait que la question ait été abordée en Conseil des ministres et qu'elle soit l'un des premiers projets de loi à présenter à l'Assemblée nationale. Rappelons que pour l'ONG Reporters sans frontières, l'île n'est vraiment pas au diapason de la liberté de la presse, aussi bien en ce qui concerne l'indépendance des médias, les conditions de travail des journalistes ou encore la censure. Sur l'indépendance des médias par exemple, malgré le grand nombre de radios, télévisions ou encore presse écrite, force est de constater que les propriétaires réels sont les politiciens, les grandes entreprises ou tout simplement les communautés religieuses. Résultat, on ne peut que voir, entendre ou que lire de la propagande. Et on sait qu'un pays où la liberté de la presse n'est pas respectée est un pays où le régime en place est considéré comme non démocratique et finit par être considéré comme une dictature. Évidemment. Voilà pourquoi, pour éviter un tel scénario, le chef de l'État de la Grande Île prend à bras le corps le problème des médias en inscrivant cette réforme, code de communication, dans les priorités. Merci Olivier Nkahu, notre correspondant à Strasbourg. Ne partez pas Olivier, je vous en prie. Alors que le président malgache s'attelle à améliorer le code de la communication, en Afrique du Sud, les responsables des médias craignent une forte perte due à la publicité de l'alcool. Afrique du Sud, un marché de plus de 7 milliards de francs CFA est menacé si les médias arrêtent de faire la publicité de l'alcool. En Afrique du Sud, on reparle du projet de loi portant interdiction totale de la publicité d'alcool dans les médias et le public. Le texte proposé par le gouvernement depuis 2013 n'est pas toujours passé au Parlement. Karine Mambou. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, on reparle encore du projet de loi portant l'interdiction totale de la publicité de l'alcool dans les médias et les lieux publics. S'exprimant devant les parlementaires ce mois d'avril 2016, la ministre des Communications, Faith Moutambi, a indiqué que ce projet de texte menace un marché de la publicité estimé à 400 millions de rand, soit un peu plus de 7 milliards de francs CFA. C'est donc le montant global, Aimé Désiré, investi par les entreprises de produits alcoolisés dans les
les campagnes promotionnelles, les actions sociales ou encore les sponsoring. La ministre s'appuie sur l'évaluation faite par l'étude ADEX menée par le groupe américain Nielsen spécialisé dans les études de marché et les mesures d'audience dans le secteur de l'information et de la communication. La ministre s'est spécifiquement intéressée au manque à gagner de la SABC, le groupe audiovisuel public, si jamais le projet de loi est voté au Parlement. La publicité de l'alcool représente, il m'est désiré, 8,5% des recettes publicitaires de la SABC qui regroupe actuellement 5 chaînes de télévision et une vingtaine de stations de radio nationales ou régionales. Dans tous les cas, la ministre a prévenu que l'interdiction totale de la publicité dans les médias impactera négativement sur ces derniers et sur l'ensemble du secteur de la communication. Il faut dire qu'à côté des mises en garde de la ministre des Communications, il y a aussi les inquiétudes du ministère des Sports et celui des Arts et de la Culture. En effet, l'industrie de l'alcool et mes désirés sponsorise des compétitions sportives à hauteur de 48 millions d'euros par an, soit 31 milliards 440 millions de francs CFA. Il faut aussi réitérer le fait qu'à côté de ce manque criard à gagner, il y a les suppressions d'emplois que les entreprises du secteur de l'alcool ont déjà brandi. L'alcoolisme étant devenu un problème de santé publique ici en Afrique du Sud, le gouvernement souhaite réduire l'exposition et la promotion de l'alcool, notamment auprès des jeunes. Pour l'Organisation mondiale de la santé en abrégé OMS, il faut s'attaquer au grand marché de la publicité parce que le marketing de l'alcool fait appel à des techniques publicitaires et promotionnelles de plus en plus élaborées. Les marques d'alcool s'associent donc à des activités sportives ou culturelles auxquelles se reconnaît la jeunesse. Depuis Johannesburg pour ici les médias, je signe Karine Mambou. Ici les médias. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Olivier, vous restez en ligne avec nous. Le problème que rencontre l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est pas le propre du pays de Madiba. Dans plusieurs pays africains, on voit des marques de bières associer leur image aux événements sportifs. Pour une raison de santé publique, pensez-vous qu'il faille songer à retirer les pubs de bières à la télévision et dans les autres médiums ? Il est vrai, mais désiré, que sous le fallacieux prétexte de santé publique, on voit ici et là, pas seulement en Afrique, des gouvernements qui s'attaquent aux alcools en général et à la bière en particulier. Ouais. C'est vrai que l'abus d'alcool, tout comme tout abus d'ailleurs, peut poser un sérieux problème de santé publique. Voilà pourquoi la réglementation sur la consommation et la commercialisation de l'alcool est assez stricte et contraignante. Par exemple, ne pas vendre l'alcool aux mineurs et préciser après chaque message publicitaire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Maintenant, cette idée de songer à retirer la publicité de l'alcool à la télévision et autres médias relève à mon avis de l'hypocrisie, car nous savons tous que le lobby de l'alcool est l'un des plus puissants au monde. Ouais. Et cela me fait penser à une anecdote actuelle en France, où pour la finale de la Coupe de la Ligue à venir, la mairie de Saint-Denis, compétente en la matière du moins, a interdit la consommation de la bière aux supporters dans les stades. Pourtant, il est prévu que les invités en tribune d'honneur consomment des champagnes et autres alcools forts pendant la mi-temps dans les loges VIP. Ouais. En conclusion, même si l'alcool pose un problème de santé publique, il vaut mieux éduquer les populations que d'en interdire la publicité. Car comme on dit, les interdits attire. Évidemment. Olivier, s'il fallait le faire, c'est-à-dire retirer les publicités dans les médias, dans la télévision, comment pallier au manquement causé par ce retrait ? C'est clair que la manne financière que représente l'industrie de l'alcool en termes de publicité et sponsoring est vraiment très importante. Tellement importante que dans le contexte de crise actuelle, il est quasiment impossible de pallier au manquement que causerait un éventuel retrait de la publicité de l'alcool dans les médias, le sponsoring des événements sportifs et le soutien aux événements culturels. Si malgré tout cela venait à se produire, il est clair, et ce sera à juste titre, que les différents secteurs touchés se retourneront vers l'État qui devra à coup de subventions combler les manques à gagner. Personnellement, je pense que le gouvernement sud-africain n'est pas aussi naïf que ça pour mener jusqu'au bout cette réforme. Bien au contraire, je pense qu'il est dans une manœuvre dont le but est d'augmenter les taxes sur l'alcool. D'accord. Car nous l'avons observé ailleurs, et dans le tabac notamment, que malgré les interdictions et les augmentations de prix, la consommation a progressé et la contrebande s'est développée. J'espère que le gouvernement sud-africain a bien réfléchi à tout cela pour ne pas se retrouver dans une spirale d'ivresse.
Olivier Nkayu, notre correspondant à Strasbourg, c'est en France. S'il y a quelqu'un qui aurait voulu faire l'objet de tant de publicité, il s'agit bien de Oyo Kunle Olu Kutun. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Oyo Kunle Olu Kutun, ce pionnier nigérian du processeur multicœur, Roland Diakou. Il fallait en parler. Aujourd'hui, on s'intéresse à un jeune Nigérian, notamment Oyekunle Ayinde Kunle Olukotun du Nigeria, qui est un pionnier des processeurs multicœurs, qu'on appelle communément multicœur, professeur de génie électrique et informatique à l'université de Stanford et directeur du Pervasive Parallélisme Laboratory de Stanford. Alors, au milieu des années 90, Kunle Olukotun et ses co-auteurs ont fait valoir que les processeurs d'ordinateurs multicœurs étaient susceptibles de faire un meilleur usage du matériel adroit comparé au design superscalaire existant. En 2000, alors professeur à Stanford, il a créé Afara Web System, une entreprise qui conservait et fabriquait des processeurs multicœurs basés sur Spark pour les centres de données data centers. Afara, a été acheté par Sun Microsystems en 2002. Olukotun fut l'un des architectes du processeur 2005 Ultra Spark T1. En 2008, il est retourné à Stanford et a créé la Pervasive Parallélisme Laboratory de Stanford, dont je en parlais un peu plus haut. Ses travaux récents portent sur les langages spécifiques de programmation des domaines qui peuvent permettre à des algorithmes d'être facilement adaptés à plusieurs types de matériel adroit parallèles, y compris les systèmes multicœurs, les unités de traitement graphique et les circuits prédiffusés programmables qu'on appelle généralement fil programmable Get Harris. Alors, il faut dire que cet ingénieur nigérian, ce pionnier, est une tête pensante, comme je le dis à chaque fois dans cette émission ou encore dans cette tranche qui m'est réservée. Donc il faut à chaque fois permettre à ce que les auditeurs puissent savoir qu'il y a des têtes pensantes sur le continent, des personnes qui veulent bien contribuer à la construction d'une Afrique soudée et forte, celle qui peut compter sur elle-même. Donc du coup, on sait bien que Oyekunle Ayinde Kunle Olukotun, voilà, du Nigeria, toujours des noms un tout petit peu difficiles, mais bon, on y arrive toujours. Donc du Nigeria, lui, qui est une véritable machine de transformation et de fabrication des systèmes d'ordinateurs, de processeurs qui permettent à ce que les ordinateurs vont un peu plus vite. Donc du coup, il fallait bien qu'on en parle dans cette tranche d'antenne et surtout dans cette émission Ici les médias. On se retrouve la semaine prochaine. Il fallait en parler. Merci Roland Diakou à Libreville. Alors que Oyo Kunle marque son passage sur Terre par ses inventions, au Sénégal, les cambrioleurs ont décidé de marquer le passage dans les locaux du groupe Futur Média. Sénégal. Encore des voleurs à la télévision Futur Média. Il reste encore à qualifier les faits qui se sont produits dans les locaux de la télévision du groupe Futur Média. La presse sénégalaise a annoncé un cambriolage survenu 7 mi-avril 2016. Philomène Ducy. Ici, les médias. La presse sénégalaise a annoncé un cambriolage survenu 7 mi-avril 2016. Certains médias ont même déclaré la disparition d'une somme de 19 millions de francs CFA emportés par les malfrats. Mais la direction de GMF a apporté un démenti formel. Dans un communiqué, l'entreprise reconnaît juste qu'elle a reçu la visite d'un ou plusieurs individus non encore identifiés, mais le préjudice subi n'est pas celui annoncé par les journaux. Le porte-parole du groupe, Charles Faye, s'est exprimé pour refuter la disparition d'une quelconque somme d'argent. Les enquêtes sont en cours, a-t-il dit. Si des voleurs se sont effectivement introduits dans les locaux de la chaîne TFM, ce serait le deuxième coup, après celui de janvier dernier, durant le week-end du 16 au 17 janvier, des bandits s'étaient infiltrés dans les locaux de TFM 6 Almadies dans la commune Gore à Dakar. Ils avaient fait des trous dans les murs, parvenant ainsi à s'introduire dans les bureaux de l'administration. Les cambrioleurs avaient emporté le coffre-fort contenant de l'argent liquide, évalué à plusieurs millions de francs CFA, mais le montant n'avait pas été dévoilé. Ici, les médias. C'était Philomène Ducy à Douala, au Cameroun. Si les journalistes se sont livrés au risque de tout genre, ce n'est pourtant pas qu'ils respirent du confort à l'intérieur. Après le port du brassard rouge, voici que le personnel de la radio chez MFM annonce une grève dès le 3 mai prochain. La décision a été prise au cours d'une réunion entre les employés et les membres du syndicat de base de la radio. Karine Mambou. Ici, les médias.
Selon l'agence Ecofin, la décision a été prise au cours d'une réunion entre les employés et les membres du syndicat de base de la radio. Il a été constaté que le gouvernement et la direction générale de Chem FM refusent de répondre aux attentes du personnel relatives au processus de cession de cette station radio. Au rang des revendications, il faut noter qu'il y a l'écriture d'un cahier des charges qui intègre le syndicat d'entreprise, la régularisation de la situation de certains employés, le paiement des primes de rendement et de travail nocturne, en plus de la généralisation des allocations journalistiques. Ces demandes ont été transmises depuis le mois de février 2016. Du 11 au 13 avril dernier, le personnel du Chem FM et Désiré avait arboré le brassard rouge en signe de protestation face au silence du gouvernement et de la direction générale. La cession de la radio inquiète. Il faut dire que le média est devenu une propriété de l'État qu'il avait reprise à la fille de l'ancien président Ben Ali au lendemain de la révolution de 2011. Après l'annonce de la grève, la direction générale a réagi via son représentant, Lotfi Zedana, je cite, « Réellement, on ne peut pas répondre aux revendications financières si on tient compte du fait que la société est confisquée et vit un contexte économique critique. Dois-je rappeler que la moitié du chiffre d'affaires réservé au salaire et qu'en tant qu'administration, on dépend directement des représentants de l'État ?» Fin de citation. Depuis Johannesburg pour Ici les médias, je suis Karine Mambo. Ici les médias. C'était Karine Mambo, notre correspondante à Johannesburg, c'est en Afrique du Sud. Alors, une telle grève HMFM dévoile, ou du moins met au goût du jour, le problème des finances au sein des radios. Il est en ligne avec nous ce matin, Seri Tachago, entre autres la baisse du montant des licences et des autres taxes. Pensez-vous que ces baisses-là peuvent entraîner un meilleur traitement des journalistes et animateurs radio? Il faut dire que les conditions de travail des acteurs de la presse en Afrique ont toujours été au centre de grosses polémiques, ce qui la plupart du temps engendre ces mouvements de grève, comme en Tunisie actuellement avec Chems FM. Encore plus lorsque la situation politique d'un pays ne permet pas aux médias d'être véritablement libres. Alors la baisse des taxes et du montant des licences d'exploitation permettant aux radios de fonctionner pourrait être une solution, oui, mais un début de solution certainement à nos yeux, car il est tout de même établi que le montant demandé aux promoteurs aujourd'hui paraît exorbitant. Morceau choisi, vous avez le cas de la Côte d'Ivoire, où on réclame 1 milliard de francs CFA aux promoteurs, ou ici au Cameroun, où il faut débourser 50 millions pour une radio commerciale et 100 millions de francs CFA pour les TV commerciales nationales. Même si on peut comprendre les autorités en charge des médias, parce que réduire le montant des licences ferait que de nombreuses personnes qui ne pèsent pas financièrement deviennent patrons de médias audiovisuels, et imaginez les conséquences. Donc au-delà de ce point, on doit comprendre que les solutions pour l'épanouissement des journalistes et des animateurs sont de plusieurs ordres. Les gouvernants doivent appuyer les médias en leur offrant par exemple des subventions. Les textes juridiques devraient offrir des facilités aux hommes de médias, et les fameuses conventions collectives qui ont toujours fait polémique doivent être signées et mises en application, et les mouvements syndicaux doivent s'activer dans ce sens. Mais dans l'attente de la réaction des autorités, les patrons de médias après tout devraient être sérieux de leur côté en ce qui concerne la gestion du personnel, car on ne gère pas un média comme une épicerie. Merci Cédric Tachago, notre correspondant à Douala au Cameroun. Ne partez pas, je vous en prie. Vous le savez certainement, pour qu'une radio tourne à fond et à merveille, on a besoin des animateurs et des journalistes. Mais ce que l'on ignore, c'est que dans les radios, on retrouve parfois des ingénieurs de son. En fait, c'est qui est un ingénieur de son? Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un ingénieur de son? En quoi consiste le métier d'ingénieur de son dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachago. Le chef opérateur du son est le garant de la qualité sonore de tout enregistrement.
Il assure les prises de son pendant les émissions de télévision ou de radio, sur les tournages de films ou lors des spectacles. Il travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, le producteur ou l'artiste pour favoriser une prise de son optimale. Il enregistre le son à l'aide de micros reliés le plus souvent à l'enregistreur en évitant tous les bruits parasites et en contrôlant les niveaux d'enregistrement. Il est le garant de la qualité des sons enregistrés et peut proposer les techniques de prise de son les plus adaptées en fonction des besoins. Encore appelé ingénieur du son, il répond à une demande du réalisateur et adapte sa méthode de travail en fonction des contraintes du tournage, de la configuration du studio d'enregistrement et en adéquation avec les choix artistiques et techniques du réalisateur. Il met l'accent sur la qualité technique des sons qu'il enregistre dans le but de fournir une matière sonore propre et utilisable au montage et au mixage. À la télévision, le chef opérateur du son veille à la qualité d'enregistrement d'une émission, qu'elle soit diffusée en direct ou en différé. Concentré sur sa console, il effectue des réglages minutieux et trouve des solutions si on lui demande des effets sonores particuliers. Dans une station de radio, ce pro du son se charge de l'enregistrement des différents éléments sonores et de leur diffusion. Il monte les effets spéciaux, les nappes sonores, les liners ainsi que les jingles qui meublent l'antenne au quotidien. Dans le domaine cinématographique, il a pour mission de nettoyer le champ sonore de tous les bruits parasites qui nuisent à la bonne compréhension des dialogues du film. On lui demande également de reproduire des musiques et des bruitages d'une qualité optimale. Lors du tournage, il travaille régulièrement avec un assistant appelé perchiste. Ce dernier capte le son à l'aide d'une perche et place les micros additionnels en cas de nécessité. En général, l'ingénieur du son s'adapte aux diverses conditions de travail et aux membres de l'équipe avec laquelle il collabore. Il s'appuie sur ses compétences techniques pour choisir sa méthode de travail et éventuellement faire des propositions au réalisateur. Le chef opérateur du son exerce son métier en extérieur, en plateau, en régie ou en studio et se déplace régulièrement avec son matériel de prise de son. Les horaires de travail sont souvent irréguliers. Ils peuvent être de jour comme de nuit ainsi que tous les jours de la semaine. Les situations de tension liées au direct, à l'urgence ou au besoin de travailler rapidement sont fréquentes. Dans son domaine, les technologies évoluent rapidement. L'ingénieur du son doit donc permanemment rester à la pointe des dernières tendances. Curiosité, précision, imagination, esprit d'équipe et capacité musicale font partie de ses qualités. Comme la plupart des métiers liés à la com, la formation offre de bonnes bases pour devenir un véritable professionnel du son. BTS, licence et Master Pro sont proposés dans de nombreuses écoles en Afrique. C'est le cas de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel et du cinéma du Maroc ou encore l'ESMA, l'école supérieure aux métiers de l'audiovisuel du Sénégal. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir pour devenir ingénieur de son, vous pouvez prendre la décision qui s'impose pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici, les médias. Aimer, désirer, adorer. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition d'Ici les médias. L'équipe au grand complet, Mendy Biankadi, Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Nkayu à Strasbourg en France, Ismaël Karim à Paris et Karine Mambou à Johannesburg. Je suis aimé, désiré, adoré, passionné des médias. C'était Ici les médias. Prenons rendez-vous samedi prochain sur votre radio.